Comment fait-on pour convaincre quelqu'un d'une idée ou d'un projet? Vaste sujet, évidemment. Il y a des psychologues, comme Roger Mukeli, il y a déjà une quarantaine d'années, ou plus récemment Howard Gardner aux États-Unis, qui ont passé leur vie à essayer de comprendre comment on pouvait influer sur les opinions de quelqu'un. Et au fond, ce qu'ils ont découvert, et ce qu'ils ont écrit, c'est que les gens étaient souvent convaincus, au fond, par leurs propres opinions, plutôt que par l'opinion des autres. Alors, j'ai en tête un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'était il y a une vingtaine d'années, j'étais un jeune, donc j'avais une trentaine d'années, j'étais manager d'une équipe de consultants et je devais pour la première fois présenter un projet au comité de direction d'une grande banque. C'était un grand projet de formation et le patron de cette banque était une terreur. Et le directeur de la formation était venu me voir dans mes bureaux la veille à 8h, 9h du soir en me disant « Je voudrais que vous vérifiez avec vous les mots que vous allez écrire sur vos transparents ». À l'époque, on avait des transparents qu'on posait sur vous savez, les rétroprojecteurs. Parce que le président pourrait mal réagir, etc. Je dis, écoutez, c'est bon, ça n'exagérons pas. Et le directeur de la formation me dit, vous savez, la dernière fois qu'un consultant est venu en comité présenter un projet, le président, je ne vais pas donner son nom, n'a rien dit pendant 3 minutes, puis il a dit un seul mot, sortez. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter et à demander à ce directeur de formation quels sont les mots qu'il ne faut surtout pas employer, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire, comment faire pour ne pas me retrouver dehors au bout de 5 minutes de présentation. Et le directeur de formation a eu une idée géniale. Il m'a dit, écoutez, il y a que 2 choses en tout cas qu'il aime évoquer, c'est l'exemplarité et l'anticipation. Ce sont les 2 choses qu'il répète sans arrêt. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de placer ces 2 mots dès le début de ma présentation, même si ça n'avait en apparence pas grand rapport. Et j'arrive devant le comité de direction, j'étais terrifié, j'avais 2 personnes de mon équipe avec moi, j'étais très intimidé. Et il y avait tout le comité au grand complet avec ce président dont je savais qu'il terrorisait tout le monde. Et je pose mon premier transparent en tremblotant et je me dis, il faut absolument que je suive les conseils du directeur de formation. Et donc je dis, voilà, on va parler de votre projet de formation. Vous souhaitez former tout votre réseau commercial et en commençant par l'encadrement, parce que bien entendu, il y a une valeur qui est importante pour vous comme pour nous, c'est l'exemplarité. Et le président intervient avec une voix très puissante et il dit « exactement ». Je continue et je dis, dans le cadre de ce projet de formation, on va travailler sur la façon dont vos commerciaux interagissent avec les clients, mais aussi on va travailler sur la façon dont ils préparent les entretiens, parce que en matière de vente, comme dans tous les domaines, ce qui compte, c'est l'anticipation. Et là, le président m'interrompt, il me fait signe, il m'interrompt, et dit aux membres de son comité, « Messieurs, mesdames, c'est ce que je vous dis tout le temps ». Et à partir de ce moment-là, il a commencé à approuver tout ce que nous présentions avec mon équipe. Le reste du comité, comme ils étaient terrorisés par le président, ils hochaient la tête, vous savez, comme les petits chiens qu'il y avait sur les plages arrière à une époque. Et le président, à la fin de la réunion, s'avance vers moi, me serre la main, me met la main sur l'épaule, me dit vraiment, c'était passionnant, nous allons faire des grandes choses ensemble, etc. Et le directeur de formation m'a raccompagné à l'ascenseur, il m'a dit, on ne l'a jamais vu comme ça. Et en fait, je n'avais pas de mérite particulier, j'avais simplement suivi les conseils du directeur de formation. Et d'un seul coup, j'ai compris ce qu'avait voulu écrire Mukeli, Howard Gardner, que je citais tout à l'heure. Les gens sont convaincus par leur propre opinion. Et ça rejoint une phrase aussi qui a été souvent dite dans les écoles de vente, mais qu'il faut sans doute avoir vécu sur le terrain pour comprendre. Il y a un moment où le client achète. Et souvent, on pense qu'il faut absolument faire comprendre au client nos arguments. Le client achète quand il a compris. Non, non, le client n'achète pas quand il a compris. Le client achète quand il sent qu'il a été compris. Donc pour convaincre quelqu'un, la première chose, c'est de lui montrer qu'on a compris. La deuxième chose, c'est de présenter sa solution avec des arguments qui correspondent aux motivations du client. Alors, parce que le client, finalement, il a 2 types de besoins. Il a des besoins qui sont rationnels, besoin d'une solution à un problème donné. Il y a des besoins qui sont des besoins plus psychologiques. Vous avez des gens qui ont un besoin avant tout d'être rassurés, d'autres qui ont le besoin de se valoriser, d'autres qui ont le besoin d'être à la pointe, de chercher des choses nouvelles, d'autres qui ont le besoin de garder leur confort, de ne pas s'embêter la vie, d'autres qui ont le besoin de sentir qu'ils font une affaire, et d'autres qui ont un besoin d'affection, de relation. C'est les 6 grandes motivations qu'on connaît depuis longtemps, on appelle ça son cas souvent, sécurité, orgueil, nouveauté, commodité, argent, sympathie. Mais ça, c'est très important.
c'est très très important, et y compris pour des négociations de très haut niveau. Parce que par exemple, le client vous présente une solution, que ce soit une centrale nucléaire, ou que ce soit un service, ou que ce soit n'importe quel produit, et le client vous demande par exemple, mais ce que vous me proposez là, est-ce que ça existe depuis longtemps? Et là vous pouvez répondre tout fier, ah non, c'est totalement nouveau. Et le client, s'il est très en recherche de sécurité, va vous dire, bon, bah écoutez, nous on préfère les choses qui ont été éprouvées, et vous passez complètement à côté de l'effet recherché. Mais inversement, si le client vous demande, est-ce que ça existe depuis longtemps ce que vous faites? Et vous dites, vous pensez, c'est des technologies qui existent depuis 30 ans, c'est vraiment archi. Et là, le client dit, bon, bah, écoutez, laissez tomber, nous, ce qu'on cherche, c'est des choses qui nous donnent un temps d'avance. Vous savez, je vois sur les blogs aujourd'hui, on parle de tas d'innovation. Et là, d'un seul coup, vous voyez que vous êtes à côté de la plaque. Donc la bonne façon, quand on veut convaincre quelqu'un, c'est de l'écouter. Et si le client vous pose une question, répondez par une question. Ça fait longtemps que ça existe, pourquoi me posez-vous cette question? Parce que je voudrais savoir si c'est tout à fait à la pointe, absolument. Ou parce que je voudrais savoir si c'est éprouvé. Donc, dites-vous que vous ne pouvez convaincre une personne qu'avec les idées de cette personne et pas avec les vôtres. 2, employer des arguments qui s'appuient sur les motivations de l'interlocuteur. 3, un argument, pour convaincre, il faut qu'il ait au moins 3 dimensions. Il faut qu'il exprime un avantage qui soit clair. Par exemple, j'ai une solution pour vous qui est pratique, ou qui est économique, ou qui est... Bon, cet argument, cet avantage, il faut l'étayer par une preuve. Si on argumente sans preuve, sans caractéristiques précises, c'est du vent. Mais il faut aussi faire l'effort de traduire ça en bénéfice pour l'interlocuteur, par rapport à sa propre motivation. C'est un produit qui est pratique, qui se déplace facilement. Donc pour vous, qui avez 5 sites, à ce moment-là, on traduit l'argument en bénéfice précis pour l'interlocuteur. Voilà quelques éléments pour convaincre un client d'une idée ou d'un projet.